François. Salut Ahmed, comment tu vas? Bah écoute, ça va, Ouais. et toi, comment vas-tu? Au théâtre de la Main d'Or, ça va toujours. C'est vrai qu'on est chez toi ici. Ouais. Alors comment va l'homme? Ah bah bien, bien, écoute, non, c'est vrai qu'il y a eu 3 années assez tendues, mais moi finalement la pression m'amène à une volonté d'expression, donc j'ai fait 3 spectacles en 3 ans, j'en ai écrit un quatrième, même Émeute en banlieue, et là j'en ai écrit un autre. Donc non, et puis le Zénith le 18 décembre, c'est bon, il y a une actualité lourde. C'est vrai que Oui. tu écris un spectacle pratiquement tous les 8-9 mois. Oui, bah oui, t'as vu comment. Bah, c'est-à-dire que, évidemment, la pression amène à une volonté d'expression. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la soupape, la création. Depuis cette fameuse soirée chez Fogiel, en fait. Et voilà. Marco, notre ami qui s'est fait condamner effectivement par la justice française, finalement, suite à ce sketch, il a été condamné, lui, et de manière définitive, puisqu'apparemment il a accepté cette condamnation pour injure raciale envers moi, mais surtout envers les Noirs, quoi. C'est quand même étonnant. Puis tu vois, le deux poids, deux mesures, lui, il est présent sur M6, on lui a encore fait confiance pour une émission en direct. C'est amusant. Alors finalement, est-ce que cette soirée chez Fogiel, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais après 3 ans? Ah ouais, mais je le referai aujourd'hui, après ce qui vient de se passer au Liban, on me dirait, ouais, bon, c'est un petit peu mou du cul ton truc. C'est évident qu'il existe aujourd'hui, et c'est de notoriété publique, et même, je pense que les associations, même ultra-sionistes et ultra-communautaires, ne me feraient pas tous ces problèmes et tous ces procès, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'opinion publique française a évolué sur ce sujet. Est-ce que tu penses que cette fatwa cette fatwa médiatique, on va dire, maintenant ça fait 3 ans que ça dure, est-ce que tu penses que c'est pas disproportionné par rapport à ce fameux sketch? Je sais que c'est un malentendu, mais bon, mais dans mon entourage, tout le monde m'a dit, bon, quand même, là c'est chaud, c'est tendu, donc ils ont l'air d'y croire, donc... 3 ans, ça fait quand même. Est-ce que d'ailleurs, tu n'étais pas le seul artiste qui a été, je veux dire, interdit de médias aussi longtemps? Ouais, c'est certainement la première fois qu'on a un boycott aussi important, bon, encore une fois basé sur un tabou, voilà. Mais c'est intéressant pour un humoriste de connaître les contours, les limites de cette démocratie. Et donc moi je pense avoir fait mon travail jusqu'au bout, et de ce côté-là, j'ai plutôt pas de problème de conscience, quoi. Je suis plutôt en phase avec mon travail, mon boulot. Est-ce que tu penses qu'on va retrouver Dieudonné sur les médias Ben, les médias qui organisent une propagande, les médias sont des entreprises privées avec des objectifs bien précis, hein. La plupart ont des responsables qui sont payés par des systèmes, par des actionnaires. Et voilà, donc ils ont des objectifs et ils servent une propagande pour la plupart politique, quoi. Pour eux, il y a le bien, il y a le mal. Et quand on est déterminé et on est défini comme étant dans l'axe du mal, bon, bah, on est identifié comme ça. Et c'est vrai que il faut, dans un film, il faut toujours un méchant. Alors dans les médias et dans l'information et dans l'actualité, c'est toujours pareil. Donc à mesure où on fabrique un méchant, là je joue le rôle du méchant, ce qui n'est pas en plus les moins bons rôles, hein, dans le cinéma, ni dans l'actualité. Donc là je pense être effectivement avoir été au top sur 2005. Jean-Marie Le Pen est passé juste derrière moi. Je pensais pas le battre sur la ligne quand même. Je pensais que ça serait pas passé. C'est quand même un exploit. Le mec, Passer devant Le Pen, c'est quand même un exploit. C'était un mythe. Et que j'ai atteint. Donc maintenant, on verra. Alors, est-ce que je peux faire plus fort? On va voir. Après, c'est le niveau international. Et selon toi, Diodo, c'est qui qu'on a censuré? C'est l'homme ou c'est l'artiste? Oh, je pense que c'est là. Je pense qu'il est clair que ce que me disait Aimé Césaire, un humoriste noir, c'est forcément dérangeant. Rire avec le traumatisme et la souffrance nègre, c'est quelque chose que personne n'a encore vraiment envisagé, quoi. Parce qu'on vient tous avec une histoire. Moi, je suis pas communautaire, mais je suis universaliste. On vient tous avec son histoire. Moi, mon histoire, voilà, c'est l'histoire de Dieudonné Mbala. C'est le rire, mon rire en famille a toujours tourné autour, évidemment, de notre réalité, quoi. Et donc, j'arrive avec un rire qui est quand même assez nouveau. L'humour, c'est comme la musique, il y a des genres différents, des styles, et là, j'arrive avec un style. Il est clair, et je pense que dans le monde du rire, j'ai ouvert une voie. Mais il y en a plein d'autres, hein. C'est comme dans la musique, il y a plein de styles. Mais bon, celle-là, elle n'existait pas vraiment. Et elle a dérangé, ouais, elle dérange. C'est clair que
le deux poids, deux mesures, il est flagrant quand on voit qu'on peut faire des sketchs. Michel Leb a fait toute sa carrière sur un sketch en imitant le noir, en se grattant sous les aisselles, en me disant c'est pas des ménarines, ce sont mes lunettes. Mais je dois dire, j'ai même souri, moi c'est tellement énorme. Mais tout d'un coup, Tu t'attendais pas à ça finalement? Non, mais Coluche avait eu deux, trois problèmes au moment où il avait fait un sketch sur le Vézel aussi. Bedos, il avait fait des trucs plus politiques à l'époque de Giscard, il y a eu des petits problèmes avec des censures. Mais à ce niveau-là, non, ça n'existait pas. Juste sur la politique extérieure, sur la politique israélienne, quoi. Un sketch qui est. Voilà. Et, donc l'amalgame, le chantage à l'antisémitisme, la propagande habituelle, mais c'est vrai que dans l'humour, ça ne s'était jamais vu. Non, justement, tu parles de politique. Aujourd'hui, Dieudonné s'est retiré du... Ben oui, c'est-à-dire que, en même temps, c'est intéressant pour tous les gens qui nous écoutent, c'est de savoir comment fonctionne cette démocratie. C'est-à-dire qu'on prétend que l'élection présidentielle est une élection un peu particulière, où chaque candidat est issu du peuple. C'est l'histoire entre un homme et le pouvoir, et son pays, et l'État français. Et donc, n'importe qui peut se présenter. Bon, il y a des règles du jeu, il faut 500 signatures d'élus. Bon, les règles ont évolué, ces 500 signatures, elles étaient normalement... elles étaient anonymes, aujourd'hui elles sont officielles, elles sont connues de tous. Bon, ça change quand même considérablement les choses. Et puis c'est vrai que pour obtenir ces 500 signatures, il faut quand même un budget. C'est 40 000 communes à contacter, ce sont des envois de courriers, des relances sur le terrain avec des gens qui se déplacent. Bon, à moins d'1 million d'euros, les autres candidats ne réussissent pas. Donc après, il faut faire un prêt bancaire à hauteur de cette somme qui est remboursée quand on réalise plus de 5%. Bon, bref, en tout cas, moi, ça m'a permis, puisque je n'ai pas obtenu ni ce prêt bancaire, on avait 200 promesses grâce à Internet, mais pour aller plus loin, il est clair qu'il faut de l'argent, et il y a ce barrage de l'argent. Donc en fait, la démocratie, aujourd'hui, ne seront présents aux élections présidentielles que ceux qui auront, à un moment donné, la possibilité d'avoir non seulement le budget, les connexions, donc soutenues par des grands groupes pour la plupart. J'ai l'impression qu'il faut que cette constitution évolue. Je suis pour qu'il y ait une révolution dans ce domaine, hein, et que ce soit 10 000 signatures citoyennes ou 100 000 en fonction du nombre de candidats qu'on veut avoir au premier tour. Et non à la place des 500 signatures de maire. Je pense que les 500 signatures de maire font que voilà, le débat ne pourra pas s'installer et qu'on va... on va tourner en rond et les points de vue comme le mien, qui ont un intérêt, à mon avis. En tout cas, je pense que c'est important qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un maximum de diversité et de gens qui expriment des points de vue différents. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il pourrait être 5. Ça suffirait, puisque de toute façon, ils votent en fonction, pour la plupart, de leur parti politique. Et donc, alors justement, il y a une belle réforme qui va arriver avec 2007. Moi, j'ai été témoin, et je pense que par mon exemple, j'ai exploré, parce qu'il faut du temps, il faut un minimum de moyens. Le minimum de moyens, je les avais mis déjà pour ça, mais bon, je n'avais pas les moyens d'aller plus loin. Et le financement des partis, tout ça, non, ce sont des sujets... Face aux grands partis d'ailleurs, qui eux ont des moyens qui sont colossaux. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une banque va prêter à un candidat et pas à un autre, alors que les sondages me donnent le double de ces mêmes candidats? Donc les chances d'être remboursés chez moi étaient plus importantes que chez des candidats qui vont obtenir des prêts bancaires et qui pourtant n'obtiendront pas les 5%. Mais il y a cette minorité visible qui avait fondé beaucoup d'espoir en toi. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de les avoir un petit peu abandonnés? Bon, je joue sur scène, je suis là et je fais mes spectacles, je suis un humoriste de ce début de millénaire, et en phase avec son époque. C'est vrai que j'ai toujours fui les structures pyramidales, les représentations avec le grand guide, le grand gourou, Dieudo, guide-nous vers la lumière. Bon, c'est pas mon chemin. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que non, ce combat pour la liberté d'expression, pour la libération, effectivement, d'une partie de cette population qui se sent depuis très longtemps exclu. Oui, et puis plus qu'exclu, c'est vraiment castré dans sa dignité, dans son histoire. On a l'impression d'avoir été manipulé de manière unique au monde. C'est vrai que la population noire du monde a connu un parcours très difficile ces derniers siècles.
Moi, encore une fois, je suis le mélange de deux réalités biologiques et culturelles. Je suis un homme noir parce que c'est comme ça. Mais tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à cette population, c'est qu'elle est prête, justement, à porter en fait les valeurs de la République, puisqu'elle porte en elle toutes ces valeurs républicaines. Il y a des gens issus de toutes les religions, de toutes les zones géographiques, de toutes les ethnies, qui parlent toutes les langues. Donc c'est ça la République et la démocratie. C'est notre couleur de peau, bon, oui, c'est une réalité qui fait que nous existons en tant que groupe. C'est une réalité. C'est une réalité. Il existe un groupe à l'intérieur de la République qui est le groupe noir, qui n'a jamais eu la parole et qui représente à lui seul, c'est vrai, tout le fardeau de l'humiliation et de l'incohérence et du deux poids deux mesures, de l'injustice de ce système. Mais moi, je recrois dans les valeurs républicaines. Je pense que le communautarisme ne pourra pas fonctionner. On l'a vu parce que, effectivement, j'ai créé un séisme et la question noire est arrivée sur le devant de la scène. Et le système s'est défendu en essayant de nous pousser dans le communautarisme, c'est-à-dire en créant un conseil du culte, de musulmans d'un côté, de l'autre côté un conseil des Noirs de France, le conseil représentatif des Noirs de France. Et en fait, ce sont des associations complètement anti-républicaines. Est-ce que toi, tu es pour justement que la communauté noire, entre guillemets, crée un CRIF bis pour justement défendre... La communauté noire, contrairement à plein d'autres communautés, n'a pas besoin de s'enfermer dans une église ou dans je ne sais quel temple pour savoir si on est noir ou si on n'est pas noir. C'est une réalité. C'est pas une croyance. C'est réel. Les autres groupes sont attachés à des croyances et des mythes. Là, être noir, c'est comme être blanc. Il existe quand même une réalité. Certains de la communauté noire, aujourd'hui, se plaignent de ne pas être défendus. La communauté noire vit quand même une situation particulière. C'est-à-dire qu'elle vit dans l'injustice la plus flagrante et dans une volonté de laisser cette population dans l'indignité, dans la misère. Mais ça, c'est la République qui n'a pas fait son travail. Qui ne joue pas son rôle. Alors, est-ce qu'il faut justement créer une institution pour que... Non, parce que être noir, alors à ce moment-là, il faudra une association des Blancs. Et les Blancs, ça va d'où? Ça va de d'où à où, les Blancs? Non. On est noir et on a une histoire, c'est vrai, mais notre avenir, il est commun. Et il y a autant de connards chez les Noirs que chez les Blancs. Et donc, il y a les mêmes cons partout, quoi. Donc, je veux dire, je veux pas qu'on me mette... Et le CRAN, t'en penses quoi, alors? Est-ce que tu penses que le CRAN pourrait jouer ce rôle? Alors, eux, mais c'est très marrant, c'est l'association des nègres de maison. C'est-à-dire les mecs qui servent les cafés, les serveurs de... Mais c'est pourquoi pas? Une autre catégorie de noirs. Ah bah là, c'est les bons nègres, là, c'est sûr. C'est sûr que je ne fais pas partie de cette catégorie. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais le CRAN, d'ailleurs, il n'existe même pas. L'OSES, il a le dos voûté, on sent bien qu'il a toute la misère pour se redresser, et puis qu'il est au service du CRIF, qui est une association ultra-communautaire, raciste et anti-noire, c'est bien connu. Donc, toutes ces associations sont l'expression de la faillite de la République. Moi, je suis contre. Donc, j'ai l'impression qu'on va gagner, mais ça sera long. Tu demandes finalement à la République de jouer son rôle et de revenir à ses valeurs. Des réseaux mafieux comme le CRIF et comme le CRAN, qui ne me représentent absolument pas. L'OSES ne me représente pas. Et puis, ça veut dire quoi être noir? Ça n'a pas de sens. Je suis noir, je le sais, et j'ai pas besoin d'en parler. Je le sais. Pas besoin, encore une fois, être noir, on ne peut pas comparer ça à un groupe religieux ou à un groupe... ça n'a rien à voir. Être noir, c'est une réalité, c'est biologique. Et ça nous rattache à une histoire, c'est vrai, douloureuse, c'est clair. Alors certains disent que Dieudonné oriente et manipule la communauté noire vers des objectifs qui sont personnels. Est-ce que toi, tu as le sentiment de manipuler cette communauté Non, mais je t'ai dit que chez les Noirs, il y a autant de cons que chez les Blancs. Donc, je veux dire, moi, il y a les Noirs qui ne font pas partie de ma communauté. Ils sont noirs. Bon.
Le cran, par exemple. Mais ce sont des gens qui sont au service d'un système politique du passé. Et les mecs, ce sont des tirailleurs sénégalais, quoi. On le sent bien, ils sont complètement manipulés, ils ont honte, on le voit quand ils parlent, ils ne sont pas sûrs d'eux, ils nous font pitié. Et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Je me dis, bon. Est-ce que toi, tu aurais été le candidat de la communauté noire si tu étais resté sur le... Alors, s'il y avait des élections aujourd'hui pour savoir qu'il y a un candidat des Noirs, ça serait amusant. Moi, je pourrais être candidat, mais ça serait pour fondre cette communauté vers l'universel, puisque moi, je suis pour l'universel. Je suis contre les frontières ethniques, géographiques, religieuses. Et noir, pour moi, ça transcende tout ça. Je comprends qu'un musulman, qu'un juif, qu'un chrétien ait besoin de se rassurer qu'il appartienne à un mouvement, puisque c'est une croyance. Mais noir, c'est pas une croyance, c'est pas un problème. On ne me retirera jamais cette qualité, ou ce défaut. En tout cas, cette réalité. Voilà. Je suis noir. Voilà. Et j'ai aucun problème, donc j'ai pas besoin de me rassurer. Donc je dis simplement, bon, maintenant avançons ensemble. C'est vrai que ça te donne, je dirais, le fait d'être noir, simplement un poste d'observation dans cette République. Tu es témoin d'injustice, beaucoup plus que d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est flagrant. C'est la réalité. Quand tu vas chercher un boulot, quand tu vas chercher... mais Français d'origine africaine, d'ailleurs. Parce qu'il y a même des gens un peu... Le Maghreb, par exemple, qui connaissent exactement aussi... Aujourd'hui, on vit cette même réalité, cette même discrimination. Français d'origine africaine. Alors effectivement, dans le Maghreb, après, il y a des teintes de couleurs qui font qu'ils sont plus noirs. Toi, tu n'es pas noir. Tu as émis des critiques sur la loi Taubira. Certains n'ont pas compris, alors que tu as fait partie de ceux qui étaient contents quand cette loi a été adoptée. Et on a entendu dire... C'est la dérive communautaire dans laquelle on a envie de nous enfermer. Moi, me paraît inquiétante. Je pense que les anglo-saxons nous ont montré que ça ne fonctionnait pas. Oui, on peut avoir un mec à la météo, un journal de 20 heures, 3-4 danseurs sur les plateaux télé. J'ai bien peur que le communautarisme ait été, on va dire, développé et structuré, et que d'autres sont beaucoup plus forts dans ce domaine. Donc la République, c'est au contraire un projet qui devrait nous rassembler tous, et dans lequel on devrait être très performants, nous les Français noirs et d'origine africaine plus largement, parce qu'en fait on n'a rien à perdre. On n'a pas à perdre les avantages du communautarisme. Or il y a des gens qui, je pense aujourd'hui, se sont structurés à l'intérieur de la République autour de valeurs communautaires, et ils essayent de communautariser le reste. Et je pense que le CRIF fait partie des grands dangers. Parce que non seulement il ne représente pas les juifs, mais simplement un petit groupe d'individus, mais il pousse les autres groupes à l'intérieur de la République à se communautariser. D'ailleurs, ils sont derrière le cran. C'est-à-dire, les Noirs, ayez vos représentants. Mais ils voudraient les choisir. Bon, là, pour qu'on devienne quelque part un peu leur caution, quoi. Sacré Kuckerman. File charme. Ça leur permettrait de faire des autres communautés leur caution. C'est ça. Quelque part. Le Kuckerman, c'est le complexe de la supériorité. Il pense que le noir, comme d'ailleurs les nazis pensaient ça, est une sous-race. C'est comme ça qu'il nous traite. C'est comme ça qu'il me traite, moi, quand il parle de moi. Moi, je ne le prends pas pour une race inférieure, ni supérieure. Désolé, monsieur Kuckerman, je pense qu'on est au même niveau. Et que dans cette République, il n'y a plus la place au communautarisme fort, comme ça. C'est une autre histoire. Voilà, l'humanité avance vers l'universel. Tant pis pour ceux qui se débattent dans un carcan communautaire. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal dans les années qui viennent, parce que moi, ma perspective, c'est pour ça que toute la difficulté qu'ils ont avec un personnage comme moi, c'est que ma perspective est dans l'universel et pas du tout dans le communautarisme. Pour moi, il y a l'humanité, et il n'y a pas de sous-groupe entre moi, individu, et toute l'humanité. Je n'en reconnais aucun, fondamentalement. Après, il y a la France. C'est là où je suis né.
c'est une histoire avec des frontières. Et j'espère que la France va retrouver sa place vers l'universel, justement, et va proposer, comme c'était le projet à un moment donné, avec les Lumières, avec cette tentative de mettre en place des valeurs de la République et des valeurs universelles. Et j'espère que. Mais nos ennemis, aujourd'hui, nos ennemis au sein de la République, ce sont les communautaires. Ce sont M. Kuckerman, c'est M. Lozès, c'est tous ceux qui veulent en fait structurer la France, déstructurer la République et le projet républicain. Moi, je ne m'inclinerai jamais là-dedans. C'est pour ça qu'aux Noirs de France, je leur dis, vous êtes prêts à atteindre ce projet, voilà. Bon, vous y êtes parce que vous n'avez rien à perdre. Alors que les autres ont beaucoup de choses à perdre. Et c'est pour ça qu'ils vont s'accrocher, et ils vont vous pousser dans le communautarisme, mais n'y allez pas, puisque de toute façon, vous serez encore une fois les tirailleurs sénégalais. Ça ne sert à rien. D'accord. Moi, je faisais allusion sur la loi Taubira, en fait, Oui. par rapport à l'esclavage. Tu disais que c'était une coquille vide. La loi Taubira, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis à Pétré Grenouillot d'avoir un prix au Sénat. Elle a permis à plein de gens, en fait, cette loi. Elle a permis de s'exprimer, de revisiter, de nier, en fait, ce génocide, sans aucun problème. Il n'y a jamais eu autant de révisionnisme concernant l'histoire de cette traite négrière que depuis qu'il y a cette loi. Les Filkenkraut, et finalement, on s'aperçoit que pour être efficace, cette loi, elle doit prendre modèle sur les lois Guesso, qui, elle, par contre, alors elle fait office vraiment du drame absolu. Elle représente la loi pure, nue, le Graal. Et c'est incroyable qu'il faille s'appuyer sur cette loi-là pour obtenir la justice. Moi, je pense qu'il faut laisser travailler les historiens sur tous les domaines. Si Pétré Grenouillot a envie de dire les Noirs se sont vendus entre eux, il faut le laisser faire, comme il faut laisser dire aussi. Mais il faut laisser les autres historiens aussi. Sur les autres drames, et notamment les génocides qui concernent les Juifs, de la même façon, s'exprimer de la même façon. Moi, je pense que voilà, il faut laisser, et quand on est sûr de ce qu'on dit, on n'a pas peur du débat. Voilà. Et donc, moi, j'ai aucun problème. Et si certains disent les Noirs sont partis en croisière dans les Antilles, eh ben, qu'ils nous le disent. De toute façon, ça ne changera rien à l'histoire. De toute façon, on n'a pas récupéré un franc. On ne récupérera jamais un franc. Et ceux qui pensent qu'on va récupérer un franc, eh ben, ils se trompent. Parce que ça n'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, une loi n'est pas utile. Mais je comprends bien que cette loi-là, elle dérange ceux qui ont profité de ce type de loi. Moi, je suis pour l'abolition de cette loi-là et de toutes les autres lois. Pareil pour les Arméniens. Ils ont souffert, c'est indiscutable. Ils ont vécu un véritable drame, un véritable génocide, c'est indiscutable. Mais il n'y a pas besoin de loi. Et ce que la France a fait vis-à-vis de l'État turc, c'est une folie. Et la Turquie a très bien répondu en disant bon, bah, très bien, on va faire une loi aussi sur le drame, l'Algérie, sur les Noirs. Ah oui, la France est responsable autant que la Turquie de drames insurmontables. Vouloir montrer du doigt et diaboliser des populations. Finalement, on sacralise l'histoire, les lois sont devenues la censure des historiens, finalement. Il y a une gestion de la pleurniche, il y a une gestion de toute la mignonnerie, de la chialerie, là, qui devient indécente. Et je pense, et c'est d'ailleurs le président du Sénégal, Ouad, qui disait, il est très juste, il dit non, moi je suis bien évidemment contre les réparations, parce qu'on ne peut pas réparer ça. Voilà, c'est tout. Ne parlons plus jamais de réparation. Avançons ensemble pour que les justices soient faites pour tous et que ce soit la même. Mais ceux qui ont inventé le concept des réparations sur un crime contre l'humanité sont des pornographes, sont de l'obscénité, et sont des gens qui jouent et qui instrumentalisent la mort et la souffrance à des fins immondes. C'est comme ça que je le vois. Pas dégueulasse, médiocre. Mais ce sont des êtres humains, on en fait partie, et voilà, je joue avec eux, et je suis prêt à aller débattre avec eux, moi, quand ils le voudront. Alors j'aimerais Moi, j'ai aucune leçon de morale, tu l'as bien compris, Mm. à recevoir de toute la chialerie internationale, et même que ce soit des Noirs, des Juifs, des Arabes, des Grecs, n'importe qui. Voilà. Moi, je vois les gens je reviens du Liban, je vois les gens qui se battent pour une cause noble, et juste ça se voit dans un regard, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et puis d'ailleurs, ils pleurent pas, eux. Ils sont pas en train de te faire non, on a souffert, non. Bon, ils sont efficaces, ils font ce qu'ils ont à faire. Et donc aujourd'hui, voilà, on en est là, et je suis
moi, persuadé que ce discours, les gens peuvent l'entendre, et je sais qu'on est nombreux à le partager, et que nous allons, de toute façon, nous allons vers l'universel. Les autres se raccrochent à leurs barrières et leurs frontières communautaires, comme ils peuvent. Et d'ailleurs, l'instrumentalisation de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est ça. Si je te montre du doigt, je te diabolise, antisémite, antisémite. C'est simplement pour dire, pour consolider la frontière communautaire. Il n'y a jamais eu autant de sentiments communautaires en France qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça, à mon avis, que les élections de 2007 vont être vraiment un tournant très important pour la France. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de la banlieue, mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de, puisqu'on est un peu dans le Code Noir. Oui, c'est un film qu'on va faire, on va le faire, mais je pense qu'on le fera en fin 2007, quand le système aura changé. Le système va changer. Donc les gens qui sont en place vont changer. Les gens qui aujourd'hui gèrent le cinéma français m'ont répondu, sur le CNC, ont répondu que ça n'était pas un sujet de film. Il y a une hiérarchisation des souffrances, une compétition victimaire orchestrée par le CNC qui va prendre fin avec l'ancien système. Et c'est pour ça que demain sera un jour neuf, nouveau, où j'espère que la France aura la possibilité, et tous les Français, et je fais partie de ces Français, avoir accès direct à la vérité historique. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je demande. Je ne veux pas culpabiliser. Le Code Noir, c'était pas dire, oh, les mauvais blancs, ils ont... Non, moi je le fais en tant que descendant d'esclavagistes et d'esclaves. Juste la vérité sur 400 ans d'histoire. Ça n'a pas été traité. Je le sais pourquoi. Parce qu'il y a des responsabilités que des gens ne veulent pas assumer, mais il faudra bien qu'ils le fassent. C'est comme ça, c'est l'histoire. Et puis on n'a pas à en vouloir aux descendants de ces esclavagistes. T'as espoir que ce film se fasse un jour ou pas? C'est vrai qu'il y a une grande résistance. Le système Becquet, c'est le système qui existe encore en Martinique aujourd'hui. 95% des terres appartiennent aux descendants d'esclavagistes. Ce système, il a traversé la monarchie, la République, la Révolution française. Il a toujours été en place, il a subventionné, il a payé le système de la droite comme de la gauche. Ils se sont toujours très bien entendus avec les Becquet. Il est clair que si la justice et les valeurs de la République, à un moment donné, sont respectées, il y aura une répartition des terres et des richesses. Ça c'est normal. Et voilà, et ça sera un système qui va tomber, et le film Le Code Noir va pouvoir se faire, parce que simplement le système aura changé, et que la France voudra bien se regarder telle qu'elle est en fait, et qu'elle nous emmène tous. De Gaulle, en refusant aux indigènes des colonies la citoyenneté française, il a préféré organiser des mafias locales, parce qu'il savait bien qu'un jour il y aurait un président noir ou maghrébin, puisqu'en nombre, s'il donnait la citoyenneté à tout le monde. Et c'est par racisme, en fait. Mais à l'époque, tout le monde était raciste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, montrer du doigt Hitler, ah, salaud, mais bon, c'était tous comme ça. Il y avait les blancs, les noirs, les jaunes, tout, c'était comme ça. Le monde était comme ça. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait en Afrique, c'est déstructurer, mettre en place des régimes mafieux, et casser systématiquement le tissu économique, social et culturel jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'espère que la révolution qui aura lieu en 2007 ici aura des répercussions pour l'Afrique. Et je pense que là, je pourrais, moi, en ma génération, on pourra jouer un rôle, je pense, dans cette reconstruction. En tout cas, le monopole de la souffrance n'est pas meilleur que n'est pas meilleur que la hiérarchisation des souffrances. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune souffrance qui valent plus qu'une autre. Les Juifs n'ont pas plus souffert que les Noirs, n'ont pas plus souffert que les Tziganes, n'ont pas plus souffert que les Blancs, que le Breton, que le Grec. À un moment donné, dans l'histoire, il y a eu des massacres, et puis des jeux de massacres, et c'est comme ça. C'est vrai que la population noire vit depuis pas mal de temps, il suffit de regarder et de voyager, systématiquement une sorte de discrimination et d'injustice dans mon traitement. Pourquoi? Ça s'est fait avec le temps, et ça change, ça évolue lentement, mais je pense que là encore, il y a eu aussi beaucoup de Noirs tyrans et exploitants. Alors je voulais qu'on parle un petit peu de la banlieue. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, pour toi, qu'est-ce qui a changé depuis novembre dernier à maintenant en banlieue? Tu as dû entendre parler un peu des agressions qu'il y a dans les bus. Tu penses quoi de tout ça?
Ben, moi, je pense qu'il faut que les banlieues se ressaisissent, c'est sûr. Elles ont raison de ne pas croire. Elles ont raison de faire ce qu'elles ont à... Moi, je ne donnerai aucune leçon de morale. Je n'ai pas de fonction. Je suis profondément pacifiste, père de famille, donc j'ai envie de dire, bon, votons en 2007, surtout pas pour le PS, ni pour le... Voilà. Surtout pas pour ces gens-là. Il reste qui finalement s'il n'y a pas le PS, l'UMP, il reste... Surtout pas pour ces gens-là. Voilà. Le reste, c'est préféré. Chacun écoute et puis se fait son avis. Voilà. Mais certainement pas pour ces deux formations politiques qui nous ont conduits en fait dans cette situation. Je pense que de la même façon, les banlieues doivent être conscientes que l'instrumentalisation de la cause antiraciste, là, tous les SOS racisme, ça nous ont fait énormément de mal. Il faut rejeter ce genre de mouvement d'instrumentalisation politique le plus vite possible. Vraiment, dès qu'il y a... Touche-toi, mon pote, maintenant. Franchement, ne m'approche pas de moi. Ça me paraît aussi une prise de conscience importante. Et puis, arrêter la stigmatisation. Nous dire, les racistes, regardez, c'est eux les racistes. Non, il n'y a pas plus de racistes ici que là. Voilà, c'est de la connerie, le racisme. Le problème, c'est le communautarisme. Et parce que le racisme, il est là. Je veux dire, qui va nous donner des leçons de morale sur le sujet? Ça n'a absolument aucun sens. Donc, non, j'y crois pas. Moi, j'ai envie de dire aux banlieues, 2007, soyez là où on ne vous attend pas. Surprenez le système. De toute façon, il faut provoquer une révolution. Il faut arrêter d'être raisonnable. Donc, dans les urnes, soyez révolutionnaires. Pas forcément pour la LCR d'ailleurs, qui, selon moi, n'est pas le parti le plus révolutionnaire. Mais ayez de l'imagination. Et moi, je ne suis pas présent, et je me suis retiré de l'appareil politique. Mais entre les deux tours, j'aurais 10 questions à poser aux deux derniers candidats finalistes. Alors je sais que là, on me dit qu'on est un peu pressé parce que tu joues ce soir. Oui, je voulais un peu te poser des questions concernant Redeckerr et tu t'es fait agresser, toi, en Martinique. Donc il y a eu aussi en dehors de l'agression physique que tu as subie, il y a eu aussi un message. Je veux dire, on est chez les tiens, donc on est, pour parler crûment, on est chez les Noirs et on te tabasse chez toi. Tu as été aussi agressé avec tes enfants. Redeckerr, il a reçu 2-3 mails, on ne sait pas qui les a envoyés. Tous les intellectuels, tous les philosophes, certains politiques sont montés. Donc toi, tu vis ça comment par rapport à ce que tu as subi réellement C'est ça, c'est là où on peut... Bon, je pense que c'est hallucinant, mais c'est injuste. Bon, mais je suis aussi issu d'une lignée de fruits de l'injustice. Je dirais, ne serait-ce que par respect de toutes les injustices qu'ont subi ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. C'est bon, ça va. Franchement, c'est vrai que ça a été... on a affaire à des chialeuses. Redeckerr est une miauleuse. Ce qu'on appelle dans le jargon de petite chatte. Le gars, il ne sait plus où il en est, il griffe les murs parce qu'il a reçu un courrier qui lui a soufflé un peu dans les bronches. Alors, à côté de ça, nous on se fait taper dessus à longueur de journée. Et je ne vais pas me plaindre. Ça va, je suis là. Bon, quoi. Mais, le fait que les médias ont minimisé ta réalité et qui ont fait de Redeckerr, oui, je veux dire, le martyr. Mais oui, mais la victimisation, on connaît de toute façon, Redeckerr, qu'est-ce qu'il fait dans la vie autrement, à part chialer? Il est professeur. Chialerie, Redeckerr, non seulement je ne le connais pas, a priori je n'ai pas l'intention de le connaître, mais pourquoi pas, s'il veut discuter avec moi, si je peux le consoler, viens Redeckerr, viens au théâtre, viens rigoler, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Tu joues d'ailleurs. Il est Chichimou depuis combien de temps? Sacré Redeckerr. Quand tu t'imagines que tu peux naître au Rwanda, tu peux naître en Somalie, machin, et l'autre qui nous fait sa petite chatte parce qu'il a reçu un courrier. Peut-être que c'est lui-même qui se l'a envoyé, on ne sait même pas. Non, là, c'est tellement grossier. On peut annoncer à Redeckerr que tu joues au Théâtre de la Main d'Or du mercredi au samedi. Redeckerr à venir voir mon spectacle, et puis s'il veut venir se consoler sur mon épaule, je lui offrirai un coca. Je vois pas ça, ouais, mais je vais faire ça. Alors, je n'arrête pas de dire une dernière question. Dans ton spectacle, parce qu'on sait que tu n'es pas croyant, dans ton spectacle, tu fais un sketch sur rien. Donc finalement, est-ce que
ce sketch autour de rien, est-ce que tu n'as pas envie d'emmener un peu ces gens, réunir ces gens autour de rien? Parce qu'on, je veux dire, moi je ne crois pas. Je pense que ceux qui pratiquent leur religion sincèrement sont d'accord avec moi qu'on va vers l'universel et qu'il n'y a pas de frontière entre les hommes. Ceux qui veulent en mettre, veulent la guerre. Moi, je veux pas de frontières, et donc je ne reconnais pas les frontières religieuses. Je ne reconnais pas qu'il existe des musulmans, des juifs et des chrétiens. Parce que s'ils écoutent les paroles de leurs prophètes respectifs, ils s'aperçoivent que ces gens-là voulaient libérer justement leur conscience et les entraîner vers l'universel. Bon, moi, voilà, c'est mon grand combat et ma grande direction, c'est d'entraîner mes contemporains vers l'universel. Et donc, entre nous, il ne peut pas y avoir de frontières. Il ne peut pas y avoir de frontières religieuses. Je n'y crois pas. Et j'aimerais que nous soyons quelques-uns à soutenir ce projet. Mais parce qu'en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, c'est vrai que rien, à un moment donné, on a presque le sentiment que Dieu, c'est rien. Ouais, et tu nous amènes vers quelque chose qui est assez profond, finalement. Ouais. Et on a le sentiment que les gens peuvent se retrouver autour de rien. Voilà. Ben oui, parce que je pense qu'en plus de ça, le concept de rien, si Dieu, l'universel, le représentant, la grande architecte, j'essaie de trouver toutes les définitions qu'on a pu lui donner dans toutes les religions, existe d'un point de vue conceptuel, enfin intellectuel, il est forcément dans l'universel, il est l'universel. Donc s'il est l'universel, personne ne peut s'approprier la conscience de son existence. Donc il appartient à tous et il nous met tous à égalité devant la sensation qu'on a de lui. Donc à ce moment-là, il est rien. Il est rien, mais en même temps, il est ce rien qui nous libère de toute forme de frontières et il nous porte justement, il nous élève dans l'éternité, enfin non, justement pas l'éternité, mais dans l'universel. C'est un beau mot, l'universel. Enfin, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle au Théâtre de la Main d'Or, tu le joues le 18 septembre, le 18 décembre au Zénith. Théâtre de la Main d'Or, voilà. Donc là, j'y suis tout le temps au Théâtre de la Main d'Or, si on veut me voir. Du mercredi au samedi. Voilà, et puis autrement, je serai ensuite au Zénith, et puis dans un nouveau spectacle ici, à partir du mois de janvier. Ok. Bon, en tout cas, merci à toi, Dieudonné, d'avoir répondu. C'est toujours le bienvenu, et on pourra faire ça même régulièrement. Si tu veux, comme ça, en on va demander à ceux qui nous écoutent sur www.là-où-on-s'exprime. Si vous avez des questions à poser à Diodo, envoyez-nous vos questions. Et puis comme ça, moi je me ferai un plaisir de lui poser et je pense que tu te feras un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir. Puis on va commenter, on va suivre l'actualité et puis les discours de différents candidats. Parce que d'ici à quelques mois, ça va chauffer, l'ambiance va être un petit peu... Bon, les candidats traditionnels, UMP, PS, vont dégager. À mon avis, ils seront peut-être même pas présents au second tour. Et on va avoir vraiment un débat qui va s'installer. Et on va pouvoir cette fois-ci vraiment poser des questions et dédiaboliser les choses. Parce que moi, pour avoir vécu la diabolisation, je sais aujourd'hui que... voilà. Sur une scène, dans un film, mais dans l'actualité et sur l'arène politique, il faut des méchants et il faut des gentils. Et je crois qu'il faut qu'aujourd'hui les gens se disent bien, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Il y a des intérêts, et voilà, les intérêts qu'on doit défendre, c'est nos intérêts, les intérêts de la population et des gens. Après, les personnes s'en foutent. Voilà. Diodo, merci à toi. Posez vos questions et je vous dis à bientôt. À plus.